Bonjour à tous, bienvenue à la Cinémathèque de Toulouse pour un moment particulièrement joyeux. C'est un anniversaire, 50 ans, le 12 février 1964. La Cinémathèque de Toulouse était fondée par Raymond Borde et toute une bande de cinéphiles toulousains. Aujourd'hui, la Cinémathèque de Toulouse a 50 ans et pour ces 50 ans, elle a donné une carte blanche à Noémie Lvovsky, actrice et réalisatrice, et Noémie a invité 6 autres amis, 6 autres films amis et des amis. Je vais donc les appeler. Noémie Lvovsky, arrive Pascal Ferrand, Arnaud Desplechin, Céline Sciamma, Emmanuel Finkiel et Patricia Mazui. Il faut mettre un garçon, une fille, tout ça, non? Ah bah écoute, regarde, c'est ça, tiens Bruno. Ouais. Voilà, alors, tout le monde est très impressionné, vous, nous, eux, donc on va essayer, voilà, d'avoir une fête d'anniversaire sympathique et d'abord de les remercier tous, de remercier Noémie, parce que c'est elle qui a eu l'idée. C'est elle qui a eu cette idée-là. Et puis de remercier Arnaud Desplechin, Pascal Ferrand, Bruno Podalides, Emmanuel Finkiel, Patricia Mazui et Céline Sciamma d'avoir dit oui. Et surtout, je dois vous remercier parce que vous avez dit oui très vite. Et ça a été formidable, n'est-ce pas Noémie, hein? Voilà. Alors, je voudrais juste, après je vais lui passer la parole à Noémie, mais je voudrais juste dire que quand j'ai eu Noémie au téléphone, elle m'a dit ah, « c'est super, une carte blanche ». Ouais, je dis oui tout de suite, mais une carte blanche, c'est pas pour présenter mes films seulement. Je dis, ah bon, bah, faites comme vous voulez, c'est une carte blanche, Noémie. Alors elle me dit, bah, je vais présenter les films des autres. Et puis elle me dit, bah, je vais vous dire la règle du jeu, je vais vous dire René, je vais vous dire Demi. Puis elle s'arrête et puis elle me dit, ouais, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de montrer des films que j'aime beaucoup et que je trouve on ne voit pas assez. Et pas seulement. Et alors après, tu vas me corriger, hein, d'accord, tu vas me corriger. Et c'est là que tu as commencé à faire cette liste de films. Et après, je te passe la parole, parce que tu vas dire pourquoi. Et parce qu'après, tu m'as dit, voilà les films. Tu es parti des films. Et tu m'as dit, mais ce qui serait génial, ça serait qu'on puisse inviter à Toulouse ceux qui les ont faits. Non, en fait quand on pense à une carte blanche, je me suis dit, est-ce qu'on va vers nos grands classiques, par exemple Renoir, ou est-ce qu'on va vers des films qu'on aime tout autant et qui, en plus, m'ont permis, ou peut-être nous ont permis, je ne sais pas, en tout cas m'ont permis de penser qu'il était possible de faire des films, voilà, qui sont pas seulement des films qui font mon bonheur de spectatrice, mais aussi des films qui me permettent d'essayer d'en fabriquer. C'était l'idée de départ. Alors, au début, j'ai pas forcément bien compris ce qu'elle me disait. Moi, j'imaginais que on est parti sur une idée un peu banale, qui est cette idée de famille, mais pas du tout. C'est pas une idée de famille. Et Noémie m'a expliqué que c'était en fait des films amis et que ce qu'on allait provoquer là, c'était finalement quelque chose d'inédit. Une forme de rencontre entre des cinéastes qui certains sont amis, d'autres se connaissent sans être amis très proches, mais par contre les films dialoguent entre eux de ton point de vue. Alors après on leur demandera à eux si ces films dialoguent ou s'ils dialoguent avec d'autres. Parce que moi, ce qui m'intéresse comme spectatrice, c'est justement de dire que grâce à cette proposition que tu as faite de programmation, parce que c'est une vraie proposition de programmation, et dans un lieu comme celui-ci, nous, on passe notre temps à mettre les films ensemble, à les proposer ensemble au public, et avec des entrées différentes. Ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit qu'on n'a jamais fait. C'est du point de vue d'un cinéaste en activité, rassembler des films qui lui ont permis d'entrer en cinéma et qui continuaient à lui permettre d'avancer. Voilà.
Alors, tu nous parles des films? Ah bah si. En fait, je sais pas pour vous, mais enfin, je pense c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant de se retrouver ensemble, que la salle soit pleine. Alors, je ne sais pas. Je vais me reprendre. Non, mais on va... Non, mais moi, ce que je trouve... Alors, on va y arriver. Moi, je suis hyper impressionné parce que la table est vraiment ronde. Voilà. Au passage, on peut dire qu'on est très heureux de retrouver Pascal Ferrand, qui était venu en 2007 pour le premier Zoom arrière et qui avait eu une carte blanche aussi, différente. Et c'est 7 ans après, on s'était promis avec Pascal que pour les 50 ans, elle reviendrait. On ne savait pas qu'elle reviendrait en si bonne compagnie. Et ça nous fait très, très plaisir de la recevoir aussi bien entourée. Et grâce à Noémie. Alors, mais on commence par les différents films, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'émission. On essaye de voir, justement... moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette démarche, encore une fois, c'est que les films n'existent pas tout seuls, indépendamment les uns des autres. Ils existent aussi par rapport aux autres, dans des relations qui sont bien sûr subjectives, qui appartiennent à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous aussi, comme spectateurs. Et je trouve que ça serait bien que tu dises comment tu les as agencés, ce que tel film a généré, pourquoi ce qui était impossible est devenu possible en voyant chacun des films que chacun de ces cinéastes a apporté avec lui. Je vais commencer par un truc qui a l'air trivial, qui n'est pas du tout pour moi, mais enfin qui a l'air, comme ça nous détendra. C'est par exemple tout à l'heure, avec Arnaud Desplechin, on répondait à des gens qui nous interviewaient pour la radio. Et à un moment, ce qui est venu, c'est que, par exemple, avec certains acteurs de Bruno ou d'Arnaud, on a vu arriver des acteurs dont on n'avait pas l'habitude, des visages, des corps qui étaient... On pensait à des acteurs... Enfin, moi, je pensais à des acteurs garçons, par exemple, comme Denis Podalides, Emmanuel Salinger ou Mathieu Amalric, qui viennent me raconter que, en fait, on est beaucoup plus sexy, viril, séduisant quand on a des yeux tout ronds, qu'il nous manque des cheveux, enfin, qu'il leur manque des cheveux, ou que, voilà, c'est une autre... Arnaud, tu le diras mieux que moi, s'il te plaît. Aide-moi. Non, mais commencer par ça a l'air bizarre, c'est parce qu'on vient d'en parler aux gens de la radio. Et que pour moi, ça a été une chose très, très importante, par exemple, quand j'ai découvert Denis Podalides dans le premier film de Bruno, ou quand j'ai vu Emmanuel Salinger dans La Sentinelle, Mathieu Amalric après. Stévenin dans Peau de Vache. Stévenin dans Peau de Vache. Oui, mais non, parce que c'est pas du tout le même truc. Je suis pas d'accord, parce que j'en ai parlé. Non, mais toi, t'es folle avec la virilité. Non, on a un truc là-dessus. On a des grandes discussions avec Mazui sur la virilité. Non, elle explique très très bien que vous avez amené des nouveaux héros qui sont pas Harrison Ford. Je schématise, voilà. Et Stévenin dans Peau de Vache, pour moi, c'était genre testostérone tracteur, quoi, je veux dire. Donc, pour moi, Mathieu Amalric, c'était testostérone tracteur, c'est chacun ses goûts. Pour toi, pour moi, et maintenant, mais c'est parce que tu l'as regardé comme ça. C'est parce qu'ils ont été regardés comme ça. Et les premières fois, c'était absolument nouveau. Enfin, pour moi, ça a été un grand changement, pour la spectatrice que je suis, mais aussi pour la femme. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça que elle parle d'érotisme. Attends, mais regarde. Elle est en train de t'aider, Patricia. Ça éclaire une érotisation différente des hommes au cinéma. Voilà. Voilà. Ah non, moi j'ai rien à dire là-dessus, franchement.
Mais si, t'as beaucoup à dire. Moi, j'ai travaillé avec des vieilles dames. Quelle érotisation Non, mais ça vaut aussi pour les actrices. Là, je dis ça pour. Alors, Mais à pour 80 ans, effectivement. Non, mais je ne sais pas quoi dire là-dessus. Oui, mais c'est parce que on parle de films qui ont amené un nouveau point de vue sur beaucoup de choses, et y compris sur le personnage dans un film et sur qui doit incarner ces personnages. Je veux dire, c'est un tout. On a vu Amalric naître, mais on l'a vu naître dans une écriture on n'avait pas l'habitude d'entendre. C'est venu, hein, c'est tout un tout. Les films dont tu parles, c'est ça que ça me fait, quoi. Voilà, c'est ça que ça me fait. La vieille dame en question, c'est Esther Gorentin. Gorentin, hein, j'écorche pas son nom. Gorentin, pardon. Et c'est une actrice absolument géniale qui joue dans Voyage. Que vous verrez demain à 14h à l'ABC. Il faut y aller même s'il fait beau. Hein. Bah, qui a un visage, un corps, un jeu qui est absolument unique. Oui, non, mais ce que je disais à propos des acteurs, c'est vrai aussi pour les actrices qu'on voit dans les films de mes collègues. Pour Emmanuelle DeVos, qui, par exemple, je pense, si elle n'avait pas été regardée comme elle a été regardée par Arnaud, en premier dans La vie des morts, et puis ensuite dans La Sentinelle, et puis après, je pense que c'est une actrice qui, à l'époque, ni les cinéastes, ni les spectateurs n'auraient pu bien la voir. Et c'est parce qu'elle a été regardée par Arnaud qu'après on a pu bien la voir. C'est vrai aussi pour moi pour Adèle Haenel qui a été regardée par Céline dans La naissance des pieuvres, et je pense que si elle avait été regardée par quelqu'un d'autre en premier, si elle avait été donnée à voir par un autre cinéaste en premier, on l'aurait vue autrement et moins bien. Voilà. Donc c'est une forme de, ce que disait Emmanuel et ce que tu disais Noémie, c'est une forme de liberté, ces films, de montrer certaines choses que tu pensais pas possibles, ou peut-être auxquelles même tu n'avais pas forcément pensé. Est-ce que c'est devenait tout d'un coup envisageable pour toi, et de la part de personnes qui étaient de ta génération, en tous les cas qui étaient qui travaillaient en même temps que toi, et ça rendait la chose plus accessible, plus proche. Oui, quand on a vu ces films pour la première fois, pour Céline c'est plus tard, mais sinon quand j'ai découvert ces films pour la première fois, alors que c'était à une époque où c'était à la fin des années 80, au début des années 90, ou pour Voyage à la fin des années 90, mais c'était une époque où on attendait des réalisateurs, des films qui aient un scénario très vissé, qui ait des vedettes, qui ait un savoir-faire de réalisateur. Et tout à coup, ces films-là arrivaient, et on se disait, ah ben non, peut-être ça passe pas par un savoir-faire, peut-être ça passe pas par un scénario ultra verrouillé de partout, et peut-être ça passe pas par des vedettes, et peut-être c'est possible de faire des films libres. Je peux dire un truc ou pas ? Ça marche ce truc ? Non, juste dire que moi, en fait, je pense que c'est compliqué de parler de son propre travail, parce qu'au final, les gens que tu as invités, il y a une génération, en fait. Et c'est ça qui est assez beau et assez émouvant. Moi, je suis assez émue, parce que moi, je suis junior, donc et moi, ces gens, c'est des gens que j'ai été voir leurs films. J'ai commencé à aller voir leurs films, j'avais 15 ans. C'est pas pour dire qu'ils sont vieux et que je suis jeune, c'est pour dire... Non, mais non, parce que moi, je pense que le cinéma vous fait vivre votre jeunesse, donc je pense qu'ils sont ma jeunesse. Voilà. Et... Tu dis quoi ? Non, pas du tout. Non, mais c'est pour dire que ce que dit Noémie sur le fait que il s'est passé quelque chose dans les années 90 avec ce jeune cinéma français qui finalement n'a pas eu de nom. Voilà, ça s'est pas appelé la nouvelle vague. Mais ce que dit Noémie sur le fait que il y avait l'impression qu'il y avait plus de liberté, que c'était pas sur le savoir-faire, c'est un peu ce qu'on disait aussi de la nouvelle vague, et qu'au final, c'est comme si c'était un peu disqualifiant. Enfin, c'est-à-dire que
ces gens-là ont libéré quelque chose et que cette chose-là aujourd'hui, elle peut devenir institutionnelle. On peut dire que c'était pas forcément, comment dire, c'était moins écrasant. En tout cas pour moi comme spectatrice, j'avais l'impression qu'il y avait de l'amitié, qu'il y avait de la jeunesse, qu'on pouvait faire des films plus simplement, et c'était un encouragement à devenir cinéaste, aussi parce qu'il y avait des femmes. Voilà, pour moi qui avait 15 ans à cette époque-là. Et c'était un peu comme la nouvelle vague pour ma génération, en fait. Et comme pour la nouvelle vague, on pouvait dire c'est plus libre, c'est moins dans le savoir-faire, c'est pas le cinéma de papa. Mais aujourd'hui, comme pour la nouvelle vague, on peut dire en fait c'est décisif. C'est décisif, même si ça pouvait avoir l'air plus libre. En réalité, c'est les patrons aujourd'hui, en fait. Non, mais c'est vrai, et personne ne le dit parce que ça n'a pas de nom. Mais en vrai, il y a autant de savoir-faire et de liberté qu'il y en avait dans la nouvelle vague, et autant d'amitié et autant d'expérimentation. Et voilà, bon, enfin, moi c'est hyper foutraque ce que je dis, mais quelqu'un dans 20 ans dira que c'était hyper décisif ce que j'ai dit. Non, mais moi je veux juste, voilà, moi je suis en bout de, je les ai vus comme spectatrice, et c'est eux qui m'ont donné envie de faire du cinéma, et c'est assez cool en fait de vous avoir là comme ça. Voilà, c'est tout. Oui, applaudissez-les. Ouais, on va passer la parole à Pascal et Arnaud là, parce qu'ils disent rien, mais Arnaud a un micro ou Pascal sur ces questions justement de filiation, parce que je trouve que c'est une très belle question, ça, la question de la transmission entre consciente ou pas consciente, volontaire ou pas volontaire, mais de ces liens qui peuvent se faire entre les œuvres et donc entre les cinéastes et entre les générations, même si ce n'est pas des générations complètement. C'est une question qu'on pose souvent dans le cinéma français. Et ce que vient de dire Céline m'encourage à vous demander justement là-dessus, sur cette question. Non, mais il me semble juste que dans la nouvelle vague, il y avait un truc d'école, quoi, des principes qu'ils avaient en commun. Et moi, quand je nous regarde là, j'ai l'impression de voir des îlots très singuliers à chaque fois. C'est des gens qui inventent leur propre cinématographie cohérente à l'intérieur de leur système. C'est des petits mondes cinéma comme ça qui se juxtaposent. Maintenant, c'est vrai que quand on a commencé à faire des films, pour les plus vieux d'entre nous, c'était très très normé, quoi. Tout était très très normé, et du coup, comment faire des films qui aient une certaine ambition, qui s'adressent, qui essayent d'échapper au fait d'être minorés, quoi. Comment faire des films qui s'ouvrent vers le public et qui en même temps essayent d'être un peu moins normés. Tu parlais des corps normés. Vous voyez, c'est vrai que pour faire un film en 1980, on était obligé de passer par Art Média, et il fallait avoir un tel ou un tel, sinon le film se faisait pas. Et tout d'un coup, de dire je peux faire le film avec les gens que j'aime, plutôt que de faire un film avec les gens que l'industrie me propose. Il y avait ce combat contre l'industrie, c'était ce qui nous liait, et peut-être une cinéphilie plus grande. Peut-être, j'ai l'impression que le cinéma qui nous a précédés, je ne pense pas à la nouvelle vague, je pense ce qu'on a appelé le nouveau réalisme, pas le néo-réalisme, mais c'était un cinéma moins cinéphile. Et tout d'un coup, il y avait des cinéastes, je pense bien sûr à Massuy ou à Ferrand, des cinéastes très très cinéphiles. Et alors il y avait des films qui n'avaient pas honte de leur cinéphilie. C'est ça qui me frappe dans ces îlots de singuliers à chacun. C'est des films qui n'ont pas honte de leur amour du cinéma, alors que c'était considéré comme quelque chose intellectuel, élitiste, et que c'était pas bien d'aimer le cinéma. Je pense à Finkiel, qui arrive à tenir des deux mains et Godard et Lanzmann, alors les deux continents qui sont totalement éloignés, et comment dans un film arriver à rendre hommage au fait qu'on était spectateur de Lanzmann et au fait qu'on était spectateur de Godard. Voilà, c'est un geste artistique qui a une très grande puissance pour moi, parce qu'elle se nourrit de cinéphilie, et c'est vrai que j'ai toujours aimé le cinéma cinéphile. C'est juste que ça m'évoque. J'ai merdé. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, que il n'y a pas les mêmes idées, c'est des îlots. C'est pareil. Ouais, mais... Pardon, désolé. Non, je disais, j'étais d'accord avec ce qu'il venait de dire, quoi. Voilà. Tu peux développer. Non. Mais là, vous entendez ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression... Oui, mais ton micro est meilleur que les autres. Ouais. Ah, il faut qu'on vous Ah oui, regarde. c'est ça. D'accord, oui. d'accord. Non, moi,
on saura jamais évidemment ce qui s'est passé dans la nouvelle vague. Moi en tout cas, par rapport à ce que dit Arnaud, moi-même dans la nouvelle vague, au contraire, je trouve que c'est aussi vachement des îlots, enfin des cinématographies très très spécifiques quand même, entre Romer, Chabrol, Resnais, Godard, tu vois. Mais moi en tout cas, j'ai l'impression, à titre extrêmement personnel, mais je me dis que tout d'un coup, parce qu'on se voit là, si ça se trouve, et à cause de ce que vient de dire Noémie, si ça se trouve, c'est partagé et pas personnel, c'est que moi j'avais l'impression au moment, en particulier de mon premier film, Petits arrangements avec les morts, qu'à la fois il y avait effectivement une filiation cinéphilique, sur ce film-là, assez assumée par rapport à Resnais, par exemple, mais qu'au même moment, le film il était possible que parce que Arnaud avait fait La Sentinelle 1 ou 2 ans avant. C'est-à-dire qu'il y avait un... C'est difficile de faire des films, en fait. C'est un truc assez con. C'est peut-être parce que je viens de finir d'en faire un que j'ai l'impression que c'est juste infaisable comme métier, quoi. Comme activité. Enfin, c'est pas du tout un métier, mais comme activité, c'est super dur souvent. Et qu'il y avait un truc à la fois d'émulation joyeuse, d'admiration absolue, de se dire putain, il y est arrivé, il est arrivé à faire à la fois un film d'espionnage et un film et une thèse sur la question des frontières. Il est arrivé à tenir bon en même temps, à parler à plein de spectateurs, à s'adresser à plein de spectateurs, à pas en rabattre sur le spectacle, le plaisir du spectacle, le plaisir de l'intelligence, le plaisir des acteurs. Et c'était quand même... Et on a le même âge, enfin, Salaud a 6 mois de moins que moi. Oui, mais Rochant a 6 mois de moins que moi. Voilà, enfin, et en même temps, c'était essayer de se dire, bon, alors, je vais faire beaucoup moins bien, mais je vais quand même essayer, quoi, si possible même de l'épater un peu. Enfin, il y avait un truc d'émulation, quoi. Alors, peut-être particulièrement effectivement entre nous deux, puisqu'on était copains depuis à l'école ensemble, et voilà, à l'IDEC, à l'école ensemble 10 ans avant, qu'on avait ramé pas mal et tout ça. Ça n'empêche que cette chose-là, j'ai l'impression qu'elle a continué, quoi, et que régulièrement, effectivement, en voyant les films des uns et les autres, ça continue à produire une forme d'émulation joyeuse, voilà. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Tu as absolument raison que c'est pas facile de faire un film. Il y a quelque chose aussi dans ces films-là et dans vos films, pas seulement les premiers, je trouve, c'est qu'au départ, enfin, ça m'est venu en discutant avec Natacha, qui me disait, mais qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre ces films? Alors, c'est pas forcément intéressant de chercher ce qu'il y a de commun entre ces films, mais en tout cas, en parlant avec Natacha, quelque chose m'a frappé, c'est que au départ, dans l'idée ou sur le papier, enfin même avant le papier, c'est des films impossibles. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire rire d'une façon absolument nouvelle pour Bruno, par exemple, ou comment s'occuper de nos morts, ou comment s'occuper d'un mort anonyme en tête réduite, ou comment faire de la fiction avec un sujet, c'est pas le mot. Avec de la philosophie. Avec, si, enfin, si. Voyage, le film d'Emmanuel Finkiel, je pensais que c'était pas possible de faire de la fiction autour de quoi il a fait de la fiction, que je n'arrive pas à nommer, ou faire un western quand on est une jeune femme française. Avec des acteurs français dans une ferme française, enfin, ou filmer le décor hyper bizarre et un désir interdit, comme l'a fait Céline. Enfin voilà, il y a quelque chose où j'ai l'impression au départ de chacun de ces films, et je vous raconte pas le dernier film de Ferrand. Ah oui. Infaisable. C'est pas possible. Et puis on est spectateur, et puis on espère, on aimerait, on essaye d'être collègue réalisateur, et on se dit ah ouais, c'est possible. Donc si je pense à un truc au très fond de mon cerveau qui est même,
c'est même pas qu'il n'est pas possible à faire en film, c'est qu'il n'est même pas pensable. Par exemple, comment s'occuper d'un mort anonyme, c'est une pensée tellement, ou des morts anonymes, tellement angoissante, tellement vertigineuse que on préférerait même ne pas y penser. Et puis quand c'est incarné, on se dit ah ok, alors tout est possible et voilà, quelque chose de ça. Bruno. Merci. Mais je suis. Non, on a tous fait part du côté impressionnant de l'affaire, c'est qu'on est face à vous comme ça en ligne, un peu comme une vague, qui n'est pas vraiment nouvelle, mais et c'est disons que franchement aujourd'hui, moi c'est la première fois que je me retourne vers nous, vers cette époque. J'ai jamais été dans une réflexion ou sollicité pour réfléchir à l'arrivée de tous ces films qu'on a fait plus ou moins ensemble. Et c'est impressionnant parce que, comme une réflexion complètement immature, je vais être très bête aujourd'hui, vu que j'ai pas pris ce recul là. Mais du coup, je vais retomber un peu dans l'anecdote, mais ce qui me permet moi d'avancer. Et donc, je suis très fier aussi aujourd'hui d'être parmi vous dans cette vague. Et à côté de Noémie, parce que Noémie, je peux le dire en pesant mes mots, c'est la rencontre avec Noémie il y a très longtemps qui m'a lancé dans l'idée de faire mon premier film. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était au Festival de Belfort. J'avais accompagné mon frère Denis, le seul chauve des acteurs que vous avez cités. Non, il l'était pas, il était flamboyant. Et il présentait un film grec, il en a fait un livre il n'y a pas longtemps qu'il n'aimait pas du tout. Enfin bref, on y allait un peu honteux, moi solidaire de mon frère, un peu honteux de ce film. Et ça a été une rencontre décisive parce que j'ai approché Noémie. Et à l'époque, moi j'ai fait des études, j'essaie de le plus court possible. On m'avait dit le cinéma, tu verras, c'est la Rolls-Royce de l'audiovisuel, c'est une aristocratie, donc c'est quelque chose, c'est une planète. Et dans ma famille, Denis et moi, on ne connaissait personne de cinéma. Et la rencontre avec Noémie, au-delà de son court-métrage à l'époque, il m'avait plus que parlé, quoi, qui m'était d'ores et déjà familier. J'ai vu Noémie comme quelqu'un de normal. Je me souviens de ce mot, je m'étais dit, mais les gens qui font du cinéma sont normaux. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole, hein. Excuse-moi, mais... et cette simplicité m'a été déclencheur parce qu'on a beaucoup parlé à ce festival, des films qu'on aimait, enfin voilà, quelque chose de tout d'un coup de la reconnaissance. Et du coup, j'ai fait mon premier film qui va être projeté là. Tu as choisi Vers ces rives gauches vraiment 2 mois après, 2-3 mois après ce festival, quoi. J'en ai pas dormi de la nuit, c'était vraiment un déclencheur. Et tant que j'ai le micro, j'ai revu du coup Oublie-moi pour me remettre dans cette fameuse vague. Et ce qui m'a frappé, c'est la familiarité aussi avec les acteurs qui, bon, évidemment, aujourd'hui c'est le coup de vieux, donc on est obligé de regarder cette époque révolue, mais de voir Philippe Torreton jeune, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et c'est ce truc très rigolo que les réalisateurs avancent avec des acteurs, puisque Valéria Bruni-Tedeschi te ressemble, mais c'est incroyable dans le film. Même dans la voix, dans la façon de parler, j'ai été très touché de ça. Comme Mathieu, il y a le mimétisme entre réalisateur et acteur. Comme Mathieu me parlait tout le temps d'Arnaud dans sa façon d'être, dans ses gestes, etc. Et cette avancée-là des acteurs en même temps, et je la trouve aussi emblématique de ces films. Ouais. Ou la petite fille ou le petit garçon dans Petits Arrangements, qui était déjà Pascal. Ouais, je veux dire un truc que Emmanuel vient de dire qui était très très sensé. Oui, que je n'ai pas le droit de balancer. Si, parce que je suis d'accord, je souscris. Ça montre à quel point Bruno est un grand comique. C'est quand même de citer Noémie comme exemple de la normalité. C'est grand, quoi. C'est-à-dire que pour moi, tu viens de livrer un petit secret de ton savoir-faire, de tes comédies. Ouais. Si tu prends comme exemple de normalité Noémie, je vois où tu te situes et je comprends un peu. Ça éclaire, hein. Ça éclaire vraiment. C'est vrai, quoi. Je vais revenir sur ce que Arnaud a dit tout à l'heure sur le fait qu'on a des îlots
et sur le fait, on peut le dire autrement, que vous avez tous des univers artistiques qu'on reconnaît, qui sont effectivement indépendants les uns des autres, mais qui en même temps dialoguent, ou en tous les cas peuvent se nourrir. Et nous, spectateurs, c'est peut-être une idée qui n'est pas évidente pour nous. C'est une question que j'ai envie de vous poser. Comment on fait justement pour... vous êtes tous beaucoup dans des collaborations, soit entre vous, soit avec d'autres. Vous êtes quand même beaucoup tournés vers les autres artistes. Et en même temps, vous préservez votre monde. Chacun préserve son monde à soi. Comment c'est possible, ça ? Ben moi c'est une expérience. Il se trouve que j'ai fait une école de cinéma avec Pascal Lidec. Et c'est vrai que pour moi, c'est très lié au... C'est quelque chose de... En plus, c'était pas comme la FEMI, c'est qu'on rentrait très jeune. Moi, je rentrais à 17 ans ou 18 ans, donc on était vraiment jeunes. Et c'était le plaisir de faire des films, c'est en même temps le plaisir de les regarder. C'est que le fait de fabriquer des films et d'en regarder, ça devienne une même activité. Pour moi, c'est une même activité. La cinéphilie et la réalisation, c'est un seul travail. Mais de regarder des films des camarades en même temps, c'est ça ça a toujours été nécessaire pour moi. Je ne saurais pas imaginer que... Et puis d'une manière, il y a une écologie des images qui fait que... Enfin, certains cinéastes peuvent penser ça. Je pense à, je sais pas, Antonioni, et ils peuvent penser que leur cinéma, il existe tout seul. Et moi, je crois, c'est quelque chose, enfin, que j'éprouve, c'est une certaine écologie des images et qu'un film ne peut exister que s'il y en a d'autres en même temps. Peut-être ça vient aussi, vous voyez, de moments comme ça de l'histoire de l'art. Je peux penser à la Nouvelle Vague, mais je peux penser au Nouvel Hollywood, qui a été très important pour nous. Je pense aussi à Patricia. C'est des films qui n'étaient pas bien vus par la critique adulte, et nous, on regardait ça et on recevait ces films-là. Je peux penser à Scorsese ou Eastwood ou à des gens très, très variés, très, très différents. Et tout d'un coup, c'était des films qui nous appartenaient, mais tout d'un coup, il y a eu un bloc d'artistes qui arrivaient en même temps, et il y avait une certaine écologie des images. Ce n'était pas de chercher à faire un chef-d'œuvre seul, mais que les films dialoguent les uns avec les autres. Et ce dialogue des images est quelque chose qui m'est précieux. Mais peut-être ça vient de mes jeunes années, du fait que j'ai appris le cinéma en dialoguant avec Pascal et avec Rochant, et puis un petit peu plus tard avec Noémie, que ça venait de ce dialogue-là. Et c'est vrai que je ne crois pas à ces films où je pensais à Angelopoulos, et on peut imaginer, il incarne le cinéma grec, il est seul, il dresse tous les jours, il prend un burin et il taille sa propre statue. Et c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à bien aimer quand il y a une pluralité de films, une pluralité de propositions de cinéma différentes, et de lecture de ce que ça peut être l'histoire de l'art. Et chacun, après son propre système cinéphilique, a ses propres généalogies et a sa propre façon de réinterpréter l'histoire de notre art. Et voilà, c'est ce mot d'écologie qui me vient à l'esprit, mais parce que c'est un souvenir heureux d'avoir appris à plusieurs, quoi. Pascal, sur cette question. Non, sur cette question, moi, il y a un tout petit truc que je voulais rajouter juste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que avec l'esprit d'escalier, cette chose sur l'admiration, enfin, en tout cas, qui est très forte chez moi, mais je pense qu'il y a une chose très partagée, en fait, autour de cette non-table. Ce que je trouve super beau, c'est qu'après, ça continue. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien d'avoir vu Dis-moi oui, dis-moi non, le premier ou dernier court-métrage de Noémie, enfin, le premier que moi, je voyais, mais... Et elle avait, je ne sais pas, 6-7 ans de moins que nous, Carnot et moi, et 5. Et c'était genre, mais putain, elle sort d'où celle-là pour arriver à faire ça, quoi. C'est-à-dire, il y avait ou quand j'ai vu La naissance des pieuvres de Céline, quoi, qui, elle, bon, a plutôt 20 ans de moins, il y a le même effet de waouh, quoi, putain, c'est dingue, quoi. Et donc, c'est pas un truc aussi de génération. C'est-à-dire que cette chose-là, j'ai l'impression qu'on peut continuer à la voir avec des cinéastes plus jeunes et tout ça, quoi. Que c'est pas un truc générationnel, quoi. Voilà. Après, moi, sur la collaboration, je sais, parce que je viens du même endroit qu'Arnaud, alors j'ai peur de dire un peu la même chose, mais moi, il se trouve que j'ai un peu commencé comme scénariste, en sortant comme co-scénariste, je veux dire co-scénariste avec un réalisateur, en sortant de l'école, et c'est une activité que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc de tête à tête avec soi-même quand on est sur ses propres projets,
qui est en même temps un peu obligatoire à un moment donné, mais qui est en même temps, qui moi me suffit pas du tout le temps. C'est-à-dire que ce truc de creuser à un moment donné les mains dans le cambouis sur son propre projet, c'est bien, mais c'est super bien si régulièrement on peut aussi aller voir ailleurs, quoi. Donc moi j'avais beaucoup aimé de travailler sur d'autres films, et que c'est vrai que si tout d'un coup on me le demande juste pour une lecture ou une consultation, ou de passer en montage pour donner un avis et tout ça, j'adore ça, parce que justement j'ai l'impression que je suis plus avec moi-même, mais avec l'univers de quelqu'un d'autre, et que je peux peut-être essayer de comprendre la cohérence de son propre univers pour donner mon avis, quoi. Et que, à l'inverse, enfin je veux dire pas à l'inverse du tout, mais de la même façon dans l'autre sens, ça m'arrive, moi, sur mes propres projets, régulièrement d'avoir besoin d'avoir comme ça des lecteurs et que je trouve qu'il y a, en tout cas là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là et que je pourrais citer, qui a une générosité folle à cet endroit-là. Il n'y a pas du tout de... J'ai l'impression que justement, plus ça va bien entre soi et soi, comme si ça allait bien, mais enfin, je veux dire, si on n'a pas trop de problèmes dans ce rapport-là, avec son propre travail, je veux dire, pas avec soi ou soi, parce que là, ça va en général pas très bien, mais avec son propre travail, plus justement on peut être dans un rapport assez simple et généreux à avoir envie de donner un coup de main si on nous le demande, ou d'avoir envie de faire appel à ses bons amis qui par ailleurs sont loin d'être des crétins, puisque voilà, donc qui nous aident vachement. Enfin moi je sais que ça m'aide vachement. Oui. De générosité, pardon, et de franchise aussi quand ça va pas. Bah oui, autrement ça sert à rien. Oui, non, mais ma question est peut-être idiote, mais c'est une question, je suis sûre qu'on se pose tous, parce que c'est pas les moments les plus simples. Bah c'est pour ça. Enfin, si j'ai l'impression que je sais pas, si Noémie me demande de lire un scénario d'elle, c'est de ça dont elle a besoin, parce qu'autrement, non. Oui, enfin, je pense que la franchise, elle va de soi, et elle est pas. Elle est nécessaire, et elle est même pas délicate. Enfin, évidemment, il faut être délicat les uns avec les autres, mais on partage, on sait qu'on joue des années de sa vie, voire sa vie sur un film, et qu'il n'est pas question d'arrondir les angles quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense ce qu'il pense d'un scénario, ou ce qu'il pense d'un acteur qu'on a vu en casting, ou l'enjeu est trop important pour qu'il s'agisse de ne pas être franc. Emmanuel, Patricia, sur cette question. Pardon, il y a quelqu'un, Bruno, qui... Alors, non, mais je voulais demander, moi, Emmanuel, Patricia et Bruno, qui justement ne viennent pas de l'IDEC et de la FEMIS, justement, est-ce que cette question, comment cette question se pose? Est-ce qu'elle se pose, ou est-ce que finalement c'est exactement la même attitude, IDEC ou pas IDEC, FEMIS ou pas FEMIS? Le dialogue avec les autres, la nécessité du regard des autres. Ah oui. Ce qui faisait rêver dans la nouvelle vague, c'était le fait qu'ils aient un endroit physique commun aussi. Enfin, la rédaction des cahiers, le journal des cahiers, on y passe, on y entre. Ce qui nous manquait, et ce qui manque sans doute encore aujourd'hui, c'est un endroit physique où se retrouver. Je sais que nous, l'appel d'Arnaud et Pascal pour les sans-papiers, à l'époque, j'étais 95, je sais, 16, ouais, a créé une sorte de réunion physique de beaucoup d'acteurs, de réalisateurs surtout. On était assez nombreux à soutenir cet appel, et on a eu beaucoup de réunions, de rencontres, etc. Après, ça s'est de nouveau éparpillé, vu que de toute façon ce mouvement était destiné à être éphémère, mais je crois que ça a quand même créé quelque chose entre nous d'assez fort, et qu'on a tous en mémoire quand on se recroise. C'était l'appel à la désobéissance. Oui. Une femme avait été, enfin, pour ceux qui ne se souviennent pas, elle avait été les policiers étaient débarqués chez elle au petit matin parce qu'elle avait
elle hébergeait un sans-papier. On était tenu à l'époque d'aller déclarer au commissariat l'arrivée et le départ d'un ami étranger. Je vais sur le dialogue. Moi, quand j'écoutais Arnaud, je prenais conscience qu'effectivement, ici, il y avait des bandes un petit peu. Non, mais c'est-à-dire des gens qui ont eu un cursus à un moment donné commun, d'une part, et d'autre part, quand il parlait de cette dialectique par rapport au film qu'il voyait et au film qu'il faisait, moi, j'ai pris conscience d'une chose en l'entendant, c'est que en fait, moi, j'ai été recalé à l'entrée de l'IDEC. Mais ce fait-là, je crois qu'il est aussi important que si j'avais fait l'IDEC, si je puis dire. Ça a été violent. Allez savoir pourquoi, je m'étais mis dans l'idée qu'on ne pouvait pas faire de film si on ne faisait pas l'école du cinéma. Et du coup, mon réflexe a été bizarre, enfin, ou peut-être pas bizarrement du tout, inverse. C'est-à-dire, évidemment, ma cinéphilie, enfin les films que j'aimais, je les avais en moi, mais j'avais plutôt envie de, justement, presque rejeter l'idée même de personnage. C'est pour ça que j'ai été filmer des gens, vous voyez, qui étaient... Et ça a été plutôt l'idée d'une espèce de refermement sur soi-même, en disant qu'il fallait absolument que je trouve la chose à faire qui colle le plus à mon impression personnelle, et seulement personnelle. Je veux dire, le fait d'avoir raté le coche, d'entrer dans une espèce de bateau où effectivement la parole circule, a eu cet effet aussi important, mais au contraire, quoi, voilà. Comme quoi, vous voyez, en faire partie ou pas en faire partie, c'est tout. Mais tu sais, pardon, par exemple, je ne sais pas si c'est en faire partie ou pas en faire partie, parce que Arnaud et Pascal ont fait l'IDEC, Céline et moi, on a fait la FEMIS. Et vous êtes des autodidactes. Mais... Non, mais c'est très différent. Enfin, bon, on s'en fout de. Enfin, je veux dire, mais c'était très différent à l'IDEC, par exemple. On entrait avec le bac, et donc on pouvait entrer à 17 ans, et les étudiants pouvaient se spécialiser en montage ou en image, mais ils étaient tous des réalisateurs. Et puis, dès qu'il y a eu la FEMIS, c'est devenu section réalisation, section scénario, section production, section décor, section image, section son et section je sais plus quoi. Production, j'ai dit image. Section. Et là déjà c'était très très différent. Et moi j'ai l'impression que bon, après c'est très personnel, mais par rapport à ce que disait Natacha, c'est par rapport à ce que tu demandais du besoin et de l'envie de collaborer d'une façon ou d'une autre au film des autres, c'est pas venu de l'école. Il y a des trucs de ça qui sont venus de l'école, mais c'est venu de quand je travaillais sur les films d'Arnaud, et c'est venu surtout de voir, c'est pas de quand je travaillais sur les films d'Arnaud, de voir Arnaud au travail. Et c'est en le voyant au travail que j'ai appris des choses absolument fondamentales. Par exemple, je me suis souvenue il y a quelque temps d'un truc qui a l'air anecdotique et qui a l'air de raconter Arnaud grande dame. Il ne s'agit pas du tout de la grandeur d'âme d'Arnaud. Non, mais ça a l'air de ça, mais il ne s'agit pas de ça. C'est par exemple quand Arnaud tournait La Sentinelle, le régisseur s'est coupé le doigt pendant une journée de tournage. Et bon, on s'occupait du régisseur et voilà, il a été emmené à l'hôpital, tout ça. Et Arnaud ne pouvait pas tourner tant on lui avait pas dit ce qu'il allait devenir du doigt du régisseur qui risquait de perdre son doigt. Et les producteurs dont c'était le premier film comprenaient pas. Moi, il se trouve que j'étais là, j'avais pas de poste sur le tournage, mais il se trouve que j'étais là. Et les producteurs ne comprenaient pas du tout pourquoi le tournage ne pouvait pas avancer, parce que de toute façon, on s'occupait du régisseur et d'essayer de lui recoudre son doigt pour qu'il ne soit pas amputé. Et en fait, je me suis dit, à tort ou à raison, peut-être à tort d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été fondateur pour moi. Je me suis dit, ah oui, mais la caméra,
elle impressionne tellement tout des acteurs, mais aussi tout de ce qui se passe pour le réalisateur et de ce qui se passe sur le tournage, que ben non, là, il peut pas tranquillement. Le plan raconterait autre chose s'il le tournait maintenant, alors que peut-être le régisseur est en train de perdre son doigt. C'est pas clair. Enfin, voilà. Donc ça a été parce que c'était le sujet du film. C'était un film sur une tête coupée, alors je pouvais bah, pas j'y avais laisser pas un pensé. doigt à couper. Mais C'est évidemment. pas possible. Ah, j'y avais jamais pensé, putain, ça fait 25 ans. Mais bon, voilà, ça, c'est un apprentissage. Et puis, oui, non, pardon, pour revenir, après, j'ai pas l'esprit de synthèse, mais et cette chose ouais, c'est une chose que j'ai pas apprise à l'école, mais en travaillant avec Arnaud, enfin, en regardant plutôt, en observant Arnaud travailler, il y avait cette chose où, à la fois, un tournage on est un peu obligé qu'il soit hyper hiérarchisé, parce qu'on manque toujours de temps. Et donc il faut avancer. Donc pour avancer, voilà, c'est obligé qu'il y ait le premier assistant, le deuxième assistant, le troisième assistant. Mais en même temps, je voyais qu'Arnaud ne prenait aucun plaisir à cette hiérarchie, qui s'intéressait à absolument chacun des postes. Et qu'il aurait aimé pouvoir connaître le travail de chacun, connaître vraiment le travail de chacun des techniciens. Et ça, juste de le voir, de voir ça m'apprenait. Oui, je ne sais même pas si on peut appeler ça un apprentissage, mais ça me disait à quel point, bon, ça a l'air un peu comme ça romantique, mais ça l'est pas. À quel point c'est un travail d'équipe et à quel point quand on vient sur un film, que ce soit comme script, comme scénariste, comme actrice, comme réalisateur, comme producteur, on se doit de prendre tout le film en charge. Et moi, c'est de là que m'est venu le besoin de collaboration. Et puis un besoin de spectatrice aussi. J'ai besoin que les films ils se fassent. J'ai besoin de voir leurs films, quoi. J'ai vraiment besoin. Patricia, sur cette question justement du dialogue avec les autres et de... c'est-à-dire que en fait, moi c'est pas pareil, parce que quand j'étais jeune, je me la pétais grave, quoi. Et donc je pensais que j'avais pas besoin d'école, que j'avais pas besoin de rien, que j'étais absolument géniale et qu'il fallait surtout rien m'apprendre et que je savais tout, et voilà. Donc tu vois, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc je me suis pris des baffes et maintenant je sais que ça m'apprend beaucoup. Voilà. C'est bon ? Tu fais le résumé, quoi. Non, mais je veux dire, je voulais faire Vaugirard, je voulais surtout pas faire l'idée que je trouvais ça. J'avais regardé ce qu'ils disaient qu'ils apprenaient. Je comprenais pas du tout, quoi, comment on peut apprendre à être réalisateur. Je voulais apprendre à tenir une caméra, point, quoi. Et mes parents voulaient pas, donc je suis partie, j'ai fait autre chose, quoi. Voilà. En fait, tu as quand même été monteuse pour Agnès Varda. Mais oui, mais j'ai appris. Oui, bien sûr, mais c'est pas. Enfin, tu es une collaboratrice aussi. Oui, mais ça, c'est pas pareil, c'est au montage. Je te parle... c'est comme ça que j'ai appris, c'est en faisant du montage. Tu vois, mais je veux dire, justement, au début, quand je sais que tu m'as dit qu'on s'est connus, qu'on discutait qui c'est qui connaît le mieux Clint Eastwood, je me rappelle même pas. Qui c'est qui aime le plus Clint Eastwood? Comment? On a eu un duel. Ouais. Notre première rencontre avec Patricia, c'était un duel. Ouais. Chacune voulait être celle qui aimait le plus Clint Eastwood. Donc c'est bien pour dire à quel point tout ça n'avait strict. Enfin, que ça voulait bien dire que j'étais pas du tout. Enfin, j'allais voir. J'avais vu ton film, j'avais vu le film d'Arnaud, je les ai vus les films, mais je vous ai jamais téléphoné pour vous dire je les aime bien ou pas. Je veux dire, j'y voyais et puis après je rentrais chez moi, quoi. Donc il n'y avait pas du tout d'échange de ce point de vue-là, Noémie. C'est ça que j'essaye de dire. Je veux dire, maintenant, je suis beaucoup plus capable de regarder les gens que ce que je regardais quand j'étais jeune, où j'étais assez con, quoi. Voilà. T'as l'air génial quand t'es jeune, j'aurais trop aimé. T'as pas l'air du tout con. Sur quoi? Sur est-ce que Patricia était con quand elle était jeune? Je peux le dire, je le sais. Enfin, c'est bon.
Je sais plus de quoi on parle, moi, du coup, là. Sur la question de la possibilité de développer un univers artistique qui soit personnel, différent des autres, et en même temps d'être dans un dialogue, dans une relation, dans les deux sens, comme l'a expliqué Pascal. Mais je pense que c'est... De toute façon, pour faire des films, faut être complètement obsédé, obstiné, et en même temps, faut être très très souple, quoi. Parce que les films, c'est que de la composition avec du réel, en fait. Donc, faut être très 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 obsédé et obstiné pour avoir une idée précise, et en même temps être un gymnaste pour arriver à peu près à la moitié de la précision qu'on espérait, mais qui compose avec le réel, quoi. Et donc, et de ce point de vue-là, les films et les expériences des autres sont des apprentissages, évidemment, parce qu'on voit le degré d'obstination et le degré d'aboutissement de l'obstination. Et enfin bon, je pense que c'est des espèces d'équations un peu étranges, mais c'est pas du tout clair ce que je dis. Et voilà, et le cinéma, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je le disais pas là. Ah non, c'est bon, je le disais qu'à toi, donc je peux le redire. Non, mais on doit composer avec des fantasmes, et puis en même temps avec la cantine, la météo, enfin... C'est pas très romantique, en fait, c'est pas très glamour de faire du cinéma, mais ça doit être très glamour dans sa tête, et puis s'il y a des moments de glamour incroyables, mais c'est très concret, en fait, c'est tout le temps très 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 concret. Et les films sont des leçons sur à quel point on a été concret, et à quel point on a su être concret pour arriver à pas être concret, quoi, enfin à être abstrait, quoi. Bon voilà, c'est hyper abstraitement concret ce que j'ai dit là, mais en fait c'est quand même ce que je pense, hein, bon. Voilà. Moi je veux dire un truc quand même, parce que quand même je suis pas d'accord avec ce qu'a dit Noémie, parce que je peux pas faire autrement, comment mais comme ça non. Non, c'est que j'ai été longtemps assistant réalisateur. Avec certains il y avait une collaboration minimale, juste faire le job d'organiser les choses, et avec certains autres il y a eu une vraie collaboration. Mais moi, la constatation que je tire de toutes ces années, c'est vraiment... On a beau dire c'est un film d'équipe, bien sûr que s'il y a un chariot qui est poussé, il faut bien qu'il y ait un mec qui le pousse. Mais la constatation, c'est que les réalisateurs, je les ai vus seuls. Non, c'est pour donner, si tu veux... Je trouve que l'image qui peut se dégager de ce que tu as dit est une image qui serait idéale, mais que moi, je n'ai pas constatée. Que, si tu veux, la collaboration, bien sûr qu'on peut se nourrir, que les gens se nourrissent les uns les autres, mais quand même la position, puisque la question était comment on fait pour avoir un bagage, un univers qui nous est, qui nous a été fait a priori par notre cinéphilie, et comment on fait pour être un peu soi-même. Mais c'est parce que les gens, ils passent par eux-mêmes et ils sont seuls. Et finalement, il me semble que ceux que j'ai vus faire les choses les plus singulières, c'est-à-dire les plus proches d'eux et pas des autres, c'était des gens qui étaient dans des citadelles de solitude absolue. Mais pour moi, l'un n'empêche pas... Enfin, je veux dire, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que... Ouais. Bémol. Non, mais par exemple, le Finkel, le Emmanuel Finkel, il dit qu'il a été assistant réalisateur. Il a été assistant réalisateur de Godard. T'es nourri de Godard. Et je ne faisais pas partie de ceux avec lesquels je collaborais. Godard, celui qui se darde de dire il a vraiment participé à l'élaboration du film. Non, à l'élaboration, oui. Mais à quelque chose qui se dégage du film, franchement, j'en ai pas vu. C'est lui et lui seul. J'y crois pas une seconde. Ah ben, je te jure, je l'ai vu. Non, mais pour personne. Je veux dire, pour aucun beau film, ce n'est pas possible. Déconner. Mais si, mais pour Godard, si. Non, mais évidemment, quand tout le monde est seul comme un chien. Attends, non, mais attends, c'est pas ça. Je vais te dire un truc. Tu vois, Emmanuel, il a bossé avec Godard. Mais moi, Peau de Vache, je l'ai fait avec Coutard. Coutard, tout le monde lui dit. Alors, commencez avec Godard. Et lui, il dit, mais attendez, avec Godard, je suis machinot, quoi. Je mets la lampe là où il me dit de la mettre. Foutez-moi la paix. Et c'est pas si vrai. Mais quand même. Oui, mais bon. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que la grande solitude dont parle Emmanuel et les collaborations organiques coexistent, quoi. C'est-à-dire que c'est pas sans l'un et c'est pas sans l'autre. C'est impossible. Hein ?
C'est organique? Non, c'est pas organique. Pas du tout, il me dit des trucs idiots. Est-ce qu'il a aucun rapport? Rien, non. Non, mais c'est certainement. Non, mais bien sûr, ça demande. Si on est même payé pour ça, pour être extrêmement seul. Non, c'est un métier très très solitaire. Non, après, non, j'entends les inflexions, les différentes inflexions. Non, mais c'est vrai que quand j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fétichisme de tous les réalisateurs, et tout d'un coup, il y a un réalisateur qui va énormément embêter le chef opérateur, parce qu'il va dire le cinéma, c'est l'image. Le cinéma, c'est l'image. Les films de Guy Debord, c'était du noir, et c'était très bien, hein, c'était des bons films. Donc, c'est pas forcément de l'image. Hein. Les films de Duras, c'était pas... Duras, elle était au bistrot, et c'était Nuitaine qui faisait la lumière, et les films sont formidablement signés par elle. Donc, à chaque fois, on a ça simplement, c'est vrai qu'on peut, si on s'intéresse un tout petit peu au métier technique, mais moi, c'est parce que j'ai la même formation que toi de l'IDEC, c'est vrai que si on s'intéresse un peu à la régie, ou à l'image, ou au montage, ou qu'on aime bien savoir comment est-ce qu'il fait l'assistant, le monteur son ou des choses comme ça, on arrive à infléchir le travail et on arrive à modifier l'œuvre d'art un tout petit peu, quoi. Alors après, par fétichisme, on rentre plus ou moins dans les différentes corporations techniques, comme ça en se faisant des fixettes, en disant le montage, mon beau souci, comme dirait Godard. Là, on dit le film, c'est que du montage. Voilà, on se fait des fixettes successives, on s'intéresse aux différents métiers successifs. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à comment sont garés les camions ou les choses comme ça, on arrive à faire que le film il est mieux fabriqué et qu'il parle plus de ce qu'on voulait fabriquer au départ, quoi. Non, c'est nébuleux ce que je dis. Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que la place de stationnement des camions, c'est quasiment uniquement ce qu'on raconte au réalisateur pendant une préparation de film. Enfin, de ce que j'ai pu constater, combien de fois une équipe parle vraiment du film au réalisateur? Oui, est-ce que je peux garer mon camion là? Oui, ça on entend. Et je crois que ça, moi, justement ça, ce fétichisme des équipes, c'est-à-dire, eh bien, je le ressens comme une nuisance. En tout cas, non, ce que je voulais dire, c'était l'inverse. C'est que moi, je pense que comme réalisateur, je sais nettement mieux que le régisseur où est-ce qu'il faut garer les camions, ne pas avoir de camions, de supprimer les groupes parce que ça rend les films mauvais et que c'est nettement mieux de se servir de l'électricité. Tu as raison, c'est aussi un outil de mise en scène, ça. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est d'essayer d'étendre le champ de la mise en scène à moi, c'est ça que j'essaie, à toutes les tentacules par lesquelles on peut attraper le réel, comme disait Siama. C'est d'essayer de se servir de tous les moments techniques comme ça pour essayer de les transformer. Et à chaque fois, c'est un travail très très seul. Mais cette revisitation aussi, le truc que moi j'avais l'impression, puis à des degrés très différents, mais que c'est qu'on fait tous des films, que si je pense à tes films, je penserai au dialogue que tu entretiens avec Nanni Moretti, tu vois, depuis tes premiers films, ça, c'est que c'est que des films cinéphiles, c'est que des films qui aiment le cinéma. Et tous les films sont pas comme ça. Hein. Tous les films n'aiment pas le cinéma. Il y a de très bons films qui n'aiment pas le cinéma. C'est pas un critère discriminant. Mais du coup, de devoir dialoguer avec la cinéphilie, de devoir se réinventer une histoire de l'art personnelle à chacun en disant ça c'est logique, le réel c'est quoi? Tu disais on dialogue avec le réel ou alors le concept de réel depuis la nouvelle vague, et depuis Bazin, c'est quand même, c'est quand même. Ça prend une vie quand même, hein, à savoir ce que c'est ce réel au cinéma et tout ça. Ça suppose un travail très très seul. Ce dialogue avec les films qu'on admire, ce dialogue par exemple avec le cinéma américain que Mazui a commencé dès ses premiers films, ça suppose une très grande solitude parce que de mesurer l'écart entre ce qu'on fabrique sur l'écran et les films qu'on aime, il faut le revisiter, ça demande beaucoup de solitude. Mais justement, ce devoir d'admiration pour les films, ou cette facilité, cette aisance à l'admiration pour les films des autres, ça aide à meubler comme ça, dans des moments de solitude, ça aide à meubler et à continuer le dialogue par d'autres moyens, quoi. C'est quoi les films qui sont bons et qui n'aiment pas le cinéma? Oh, je sais pas, je pense qu'il y a... mais ça m'intéresse, je pense que tu le dis pas ça comme ça gratos, mais c'est quoi? T'as pas un exemple? Parce que je vois pas. Ben si, je pense par exemple à pas tous, mais à certains films de Duras, qui sont des films qui aiment le cinéma, mais qui n'aiment pas les films. C'est pas un cinéma cinéphile. C'est pas un cinéma qui se base là-dessus. Le camion, le camion serait l'un d'eux, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, tu veux dire par là qu'il vient pas d'un autre film, il vient de. Il vient de la littérature. D'un autre film, il vient d'un anti-film pour faire un autre truc. Il vient de la littérature, il vient d'autres choses. Il vient pas de la cinéphilie, il vient d'ailleurs, quoi.
Bah oui, mais enfin, c'est quand même un camion, puis elle a pas mis... elle a mis Gros Gégé, quand même. C'est du cinéma de mettre Gros Gégé qui le conduit. Ouais, moi je suis pas fan de Depardieu, mais j'adore le film, donc j'ai pas. Non, non, mais justement, c'est un très, très grand film. Non, non, mais moi aussi je comprends, mais quand même. Enfin, Tu veux l'embêter, c'est ça? Ouais. D'accord. Non, mais je suis d'accord. Non, non. En tout cas, moi, je suis absolument d'accord avec Emmanuel sur la question de la solitude. Mais j'ai l'impression que justement, quoi, c'est-à-dire que justement, comme on est vraiment, vraiment, vraiment seul comme des chiens pendant le tournage, alors même qu'on est extrêmement entouré et alors même qu'à l'occasion, seul comme des chiens. Il n'y a pas que les réalisateurs. Non, Tout le monde est pas si- mais Non, franchement, on va tous mourir et c'est atroce. Quoi. Faut y penser. Moi, j'y pense tout le temps. Non. Mais donc voilà quoi, j'ai l'impression que justement régulièrement des endroits de dialogue, même très courts, même très, non, on n'est pas, voilà, moment des années, sont d'autant plus, pour certains, en tout cas pour quelqu'un comme moi, utiles, importants et tout ça. Mais ça n'enlève rien, enfin c'est à ce que disait Emmanuel, qui me semble complètement vrai par ailleurs. Ce qui est drôle par rapport à Arnaud, ce que tu disais, il me revient cette phrase de René qu'il a dit dans un entretien, c'est quand même beaucoup plus dur de vivre que de faire un film. Et du coup, ça m'a... Et souvent, René a eu des phrases, moi, qui m'ont profondément touché, beaucoup parlé, alors même que, et j'ai pu travailler avec lui, et nos films n'ont vraiment rien à voir. J'établis aucun pont, pas uniquement par modestie, mais je pense que Alain, d'ailleurs, n'aimait pas tant que ça mes films. Et pourtant, je crois pouvoir dire qu'on a été amis. Et que le dialogue entre les films n'est pas forcément le dialogue entre les personnes. Et que j'ai constaté en voyant Oublie-moi à quel point on se côtoyait pas forcément, mais par contre, nos films nous donnaient des nouvelles des uns et des autres, beaucoup, mais de manière très... extrêmement vivante, c'est-à-dire juste, je voyais à quel point tu as filmé le métro, dans Oublie-moi, les allées et venues, les couloirs, enfin, c'est des choses où on se parle par des choses, ce qui nous intéresse à filmer, quoi. Et c'est, voilà, je voulais juste... Et donc, après, est-ce qu'on est seul, est-ce qu'on n'est pas seul oui, voilà, on le sait bien qu'on est seul, mais il y a l'amitié dans la vie qui prime, même le soutien des dialogues, parce que je sais que certains réalisateurs pensent à des films en tournant le leur, ce que j'admire toujours, parce que je trouve ça vachement inhibant personnellement. Bon, chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre d'ailleurs. Et par contre, je sais que René m'appelait pendant le mystère de la Chambre jaune pour me donner des nouvelles de Sabine qui était souffrante. Et on avait un rapport de collègue qui m'a porté, enfin qui m'a intronisé cinéaste. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou d'ajouter quelque chose? Ou de s'exprimer. Ou de s'exprimer, tout simplement. Patricia me corrige. Voilà. Bunny. Voilà. Attends le micro, ça sera mieux. Dans La Nuit américaine, Truffaut dit un réalisateur, c'est juste celui qui doit répondre à toutes les questions qu'on lui pose au cours d'une journée. Je voulais savoir si pour vous, enfin pendant le tournage en tout cas, ça résumait effectivement, vous parliez des camions ou de tas de détails. Est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est aussi ça ? Et comment on arrive à répondre à toutes ces questions et en même temps à arriver au bout du film ? Truffaut qui s'appelle Ferrand dans le film. Eh ben oui, il s'appelle Ferrand. Alors, il dit ça parce qu'il est en plein tournage, qu'il est fatigué. Ferrand, hein. Pas forcément Truffaut. Je crois, enfin moi je l'entends comme ça. Évidemment qu'on me pose plein de questions, mais c'est pas possible de réduire à ça. Il est fatigué et puis il fait comme ça une. Moi j'aime parfois penser à l'inverse. C'est qu'on est le seul sur le plateau qui sert vraiment à rien, c'est le réalisateur. Vous voyez, que des gens qui arrivent avec des savoirs techniques exceptionnels et tout ça.
vous voyez des gens qui ont fait des tas d'études, qui ont des savoirs, ou qui simplement, vous voyez, des machinistes très brillants, des chefs opérateurs, tout ça, et tout pourrait très bien marcher. Vous voyez, des scénaristes très brillants, et vous devez apprendre quelque chose sur vous-même comme ça, et dans ce sens-là, je trouve que c'est assez proche de la position de l'acteur. Vous voyez, c'est quoi un acteur de cinéma? C'est bizarre, parce qu'un acteur de théâtre, il a un savoir. Vous voyez, il sait projeter le texte comme nous en sommes incapables avec ses micros. Et vous voyez, il sait faire des choses. Il sait apprendre des textes par cœur. Et puis tout d'un coup, il va jouer avec un chien dans un film et le chien va être mieux que lui. Ou il va jouer avec un arbre et l'arbre aura plus de génie que lui. Ou il va jouer avec quelqu'un dans la rue et la personne filmée dans la rue aura tout d'un coup un éclair de génie qui suffira pour la chose. Alors vous devez assumer au cinéma cette position étrange qui est que vous ne servez à rien, que vous n'avez pas de savoir technique sur lequel vous rabattre. Alors, vous voyez, les gens, ils vous posent des questions, mais vous pouvez ne pas répondre. La machine continuera à tourner. Les équipes, elles savent fabriquer des films, elles savent continuer. Et pour moi, je sais que pour moi, ça a été... c'est comment combler cette angoisse-là, d'être pas complètement nécessaire, d'avoir cette fonction mystérieuse. Réalisateur, vous voyez, on ne sait pas ce que c'est le réalisateur, puisque chaque réalisateur a sa réponse. Je vous parlais des fétichismes. Il y a un réalisateur qui dira l'important, c'est le découpage. Il y a des cinéastes admirables qui ne s'occupe pas du découpage, qui le laisse faire par le directeur de la photographie, et les films sont formidables et ils sont signés du début à la fin. Il y a des réalisateurs formidables. Vous voyez, chacun répond avec un fétichisme différent, mais au fond du fond, il me semble toujours que le réalisateur du film, c'est celui qui ne sert à rien. Mais c'est super important d'avoir quelqu'un qui ne sert à rien. Il sert à faire le passage entre vous et le film qui est en train de se passer. Il est dans ce point focal mystérieux entre l'écran et l'appareil de projection. Et il se tient là avec ses faiblesses, ses fétichismes, ses forces. Et il se tient là et c'est lui qui fait que le film il s'incarne. Mais après, par des biais forcément maladroits et des bégaiements. Arnaud, j'ai un magnifique prolongement de ce que tu dis. Excuse-moi de reciter Alain Resnais, et ce n'est pas des phrases qu'il m'a confiées dans l'oreille, hein, c'est des choses que j'ai lues, mais il dit exactement ce que tu dis, en nous mettant du coup tous très à l'aise, parce qu'il dit, c'est pas qu'on ne sert à rien, c'est qu'on est moins bon que tous les gens à chaque poste. On est moins bon pour l'image, jouer, etc. Et il disait, mais par contre, il y a une seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est qu'on va sans doute faire la même erreur à chaque scène, à chaque étape, à chaque réplique, et que c'est dans cette erreur reconduite que le film se singularise et que ça peut donner un film d'auteur. Donc voilà, on est juste là pour notre petite erreur singulière. On est payé à être maladroit, quoi. J'aime pas du tout La Nuit américaine, moi, en fait. J'ai jamais aimé ce film et... Moi non plus. Ah, tu me fais plaisir. Ah ouais, j'aime pas La Nuit américaine. Ah ouais, moi non plus, hein. Il se trouve que j'ai un micro. Je voudrais poser une question à tous les réalisateurs, mais plus particulièrement à Pascal Ferrand, parce qu'il me semble que son dernier film, qui est admirable, a eu un succès moindre, je crois, dans les salles par rapport à ce qui a été à la télévision. Alors, est-ce que le regard d'un réalisateur sur son film est-il plus satisfait quand il y a du monde en salle de cinéma ou à la télévision ? On est tout le temps content quand il y a des gens qui voient le film, quoi. Voilà. Après, je sais pas. Moi, je suis obsédée exclusivement, mais alors vraiment très fort quand je fais des films par la question de un spectateur, quoi. Je suis pas du tout obsédée par la multitude. Je suis pas du tout obsédée par l'idée qu'il y ait des salles pleines, parce que ça m'aide pas. J'ai l'impression à dialoguer avec le film. Mais alors, par contre, je suis atrocement obsédée à l'idée que un spectateur singulier que je ne connais pas, qui n'est pas moi-même, quelque chose du film va lui être transmis à lui ou elle, enfin, ou à moi comme spectatrice. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait quelque chose qui se transmet entre l'écran et un spectateur qui n'est pas moi, justement. Donc ça, c'est une question qui m'obsède. Après, il y a un moment donné, on fait pour le mieux, des fois avec légèreté, des fois avec moins de légèreté. On fait tout ce qu'on peut pour que le film soit le mieux possible, et puis à un moment donné, il est fini, puis on en est dépossédé, et puis allez à Jacques Taès, quoi.
Ce à quoi tu ne peux rien, ne t'en soucie pas, disait un stoïcien. Eh bien, je tente le plus possible de faire ça. Je n'y arrive pas, mais je le tente. On va s'arrêter là, puisque dans 10 minutes, on va découvrir la restauration, la dernière restauration de la Sentinelle. Je voudrais vraiment tous vous remercier, Arnaud Desplechin, Pascal Ferrand, Bruno Podalides, Noémie Lvovsky, bien sûr, Emmanuel Finkiel, Patricia Mazuy, Céline Sciamma. C'était une expérience inédite. Vous venez d'offrir à la Cinémathèque de Toulouse un magnifique cadeau d'anniversaire pour ses 50 ans. C'était vraiment formidable. Merci beaucoup à tous. On va vous applaudir.